Bonjour Romée de Saint-Céran. Bonjour Marcel Bild. Et je fais mienne la présentation que vous faites de vous. Vous avez 40 ans, vous êtes marié et père de 5 enfants et vous êtes chef d'entreprise. Absolument. Pas seulement. Dessinateur de presse, vous avez coécrit, ou plutôt illustré aussi avec Arnaud Florac, l'ouvrage Éducation minimum aux éditions Magnus. Ce livre, vous le retrouvez bien évidemment dans la boutique de TV Liberté sur le site tvl.fr. Vous en avez l'habitude. Alors pour présenter l'ouvrage, les éditions Magnus parlent d'un dictionnaire amoureux, mais aussi d'un manuel de savoir-vivre et d'un livre de miscellanée. C'est des recueils de textes littéraires. On est loin de penser ou pas loin de penser que l'on est proche d'un genre d'ovni, d'un objet non identifié. Je vous remercie de cette définition. Effectivement, j'aurais été bien en peine de présenter de façon aussi succincte cet ouvrage. On est effectivement à mi-chemin du dictionnaire amoureux, du livre de miscellanée. Ça a l'énorme avantage de pouvoir se lire de façon parcellaire ou totale, dans n'importe quel sens. Tout est prenable. Donc, la présentation est bonne. Alors, ce recueil reprend les chroniques dans le magazine La Furia. Entre autres. Ouais. Si je vous crois, il s'agit d'un voyage dans ce que la culture a de meilleur et de plus accessible. C'est pour cela que vous commencez le livre par un hommage à Brigitte Bardot, dont vous dites qu'elle est tout ce qu'il y a de plus français. Absolument, et non pas accessible. Oui, Brigitte Bardot est une figure tutélaire de la culture française de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, à qui on a souhaité rendre hommage en ouvrant cet ouvrage, puisque c'est effectivement un personnage qui a incarné une époque, qui incarne encore aujourd'hui une forme de liberté, même si, je le dis avec beaucoup de liberté, je mange de la viande, et Arnaud Florac aussi, mais c'est vrai qu'il nous a semblé que pour ouvrir l'ouvrage, Brigitte Bardot pouvait être une bonne figure. Et vous avez dessiné une Brigitte Bardot intemporelle, de toute éternité. La beauté est intemporelle. Voilà. C'est une star, Brigitte Bardot ? C'est vraiment une star ? Je pense, oui, une icône. Une icône, et la liberté. C'est ça qu'elle incarne. Elle a toujours incarné cela. Je pense, oui. Contre les uns et contre les autres d'ailleurs, parce qu'elle a horrifié la droite, elle horrifie aujourd'hui la gauche. Oui. Mais cette liberté, elle est toujours été revendiquée. Je pense qu'elle a incarné une liberté dans les années 50-60. Ses premiers films ont été des scandales, peut-être au sein de notre famille politique d'ailleurs. Aujourd'hui, elle scandalise effectivement une partie de la gauche par des prises de position ou par des amitiés qui pourraient être contestées par ses anciens amis. Elle incarne à ce sens une forme de liberté qui nous est chère. Icône et fantasme, c'est quoi fantasme pour vous ? Fantasme, je pense que Brigitte Bardot a incarné pour beaucoup de Français et incarne toujours pour beaucoup de Français une forme de représentation de la femme française peut-être, et à ce titre-là, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens, donc on laisse le lecteur se faire une idée de ce qu'on met derrière le mot fantasme. Voilà, Brigitte est tout ce qu'il y a de plus français, et là, nous sommes bien d'accord. Dans le genre libre et fier de l'être, alors vous citez 2 personnages dont l'humour restera à jamais, Michel Audiard d'un côté, et l'humoriste Pierre Desproges. On est très loin de Guillaume Meurice dans vos choix. Oui, on n'a pas pensé à faire un chapitre sur Guillaume Meurice, pour être honnête, avec tout le respect qu'on a pour l'utilisation de nos impôts par cet humoriste sur France Inter, je crois. Non, on n'a pas choisi de parler de Guillaume Meurice. On aime l'humour, on aime le rire. On est peut-être moins sensible à cette tendance... je vais dire au ricanement, à une forme de cynisme, de mépris qu'on peut trouver chez certains humoristes des services publics qui font que on avait 52 articles à faire, et c'est vrai que notre plume n'a pas été spontanément cherchée sur ce terrain-là. C'est surprenant aussi parce que la France d'Audiard, elle est morte. Pensez-vous ? Un peu ? Beaucoup ? Je ne sais pas. Non, je pense qu'on a tous en nous une forme de cet esprit un petit peu bravache, cet esprit gaulois, cet esprit canaille aussi, ce goût de la truculence. Vous savez qu'on on est persuadé avec Arnaud de rester un peuple gaulois, un peuple de bagarreurs, un peuple qui aime la belle vie, qui aime les bons mots. Et je pense que non, cette France d'Audiard. Alors oui, si on reste sur la forme, les gens ne sont plus en costume croisé, en casquette en tweed. Sur un coin de zinc à boire un petit noir et un calva à 7h du matin, mais l'esprit qu'il y a derrière les films, les dialogues d'Audiard, les livres, etc., on peut le retrouver de nos jours, ou en tout cas nous
nous, on incite nos acteurs à aller rechercher finalement cette flamme et cet esprit-là pour le faire vivre en 2023. Et la liberté de ton des proches, elle est bien morte. Alors, c'est un lieu commun contre lequel je n'irai pas, effectivement. Non, mais bien sûr. Alors que des proches a fait bien sûr, effectivement. Aujourd'hui, on n'est plus à la même époque. Donc, il est très possible qu'effectivement cette liberté de ton qui existait à l'époque, une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de médias comme aujourd'hui aussi. Donc, il n'y avait pas de tempête dans un verre d'eau à chaque pas de travers. Donc, effectivement, il y avait une liberté de ton qui était peut-être plus autorisée. Aujourd'hui, on vit une époque qui est peut-être aussi une forme de dictature des émotions et des sensibilités, qui fait que j'ai pas envie de tomber dans le on peut plus rien dire, parce qu'on essaie de prouver qu'on peut quand même essayer de continuer à dire beaucoup de choses, mais effectivement, si on copie-colle ce qui a été fait à l'époque, il faut le faire de façon différente aujourd'hui, je pense. Quand vous évoquez Audiard, quand vous évoquez des proches, est-ce que c'est pas quelque chose qui revient à évoquer la nostalgie? Alors, est-ce que vous êtes des nostalgiques? J'espère pas. On peut contempler le passé. Non pas pour le regarder, essayer de le reproduire, mais plus on essaye en tout cas pour s'en inspirer. Vous savez, je reprends les mots. Alors je crois de Paul Valéry. On est plus des transmetteurs de flammes que des adorateurs de cendres. On n'est pas là pour copier-coller. Et d'ailleurs dans cet ouvrage, on ne dit pas aux gens habillez-vous comme Michel Audiard ou vous faites les mêmes blagues que des proches. On dit plutôt aux gens, regardez ce que ces personnes-là ont fait à leur époque dans un contexte spécifique et l'esprit, le génie propre qui leur a fait faire ce qu'ils ont fait, qui leur a fait dire ce qu'ils ont dit, produire ce qu'ils ont produit. Et vous, Français de 2023, eh bien, inspirez-vous de cet esprit pour à votre tour faire bouger les lignes et faire avancer vos idées. Alors, dans votre panthéon figure, et c'est bien ainsi, un chanteur, Jean-Pax Meffray, faire l'éloge de ce monument intergénérationnel, c'est se placer dans le camp des réactionnaires. C'est pas un terme trop lourd à porter, celui-ci, pas nostalgique, mais alors réactionnaire. Ou alors la réaction, c'est la vie. On vit une époque où mettre une chemise, c'est de droite. Donc, pourquoi se battre contre les étiquettes qui peuvent nous être collées dessus? Oui, on écoute Jean-Pax Meffray, on écoute beaucoup de choses aussi. On parle de Mozart, qui était un compositeur de génie franc-maçon à l'époque. On en parle avec beaucoup d'admiration aussi. Donc non, oui, l'étiquette réactionnaire, réactionnaire, je ne repasserai même pas dessus. Les gens me catégoriseront comme ils le souhaitent. En revanche, effectivement, oui, on est attaché à un ensemble de traditions, de messages, de valeurs que les chansons de Jean-Pax portent et qui ont marqué, je pense, notre jeunesse et une partie de la jeunesse de nos auditeurs et de nos lecteurs, j'espère. Après, il y a plein d'autres choses, mais ça tombe bien, il y aura plein d'autres tomes. Oui, vous dites que Jean-Pax, il est connu depuis 4 générations. Ouais. J'ai cherché à laquelle j'appartenais. Je veux dire la 4e, mais j'y crois pas trop. Mais Jean-Pax Meffray, qu'est-ce qui vous plaît? C'est le chanteur populaire, le chanteur de variété française, c'est le chanteur politiquement incorrect, c'est le pied noir, c'est celui qui s'est engagé aussi politiquement, c'est le journaliste, c'est l'écrivain. Quel est le Jean-Pax que vous préférez? Alors c'est une bonne question, je vais répondre que pour moi. Arnaud vous fera peut-être une autre réponse si vous voulez en parler. Moi je pense que c'est le poète, on va dire le poète, et il y a une forme de quête de vérité. De vérité, je trouve, dans ses chansons, mise en poésie. Peut-être aussi une forme on va dire de spleen qui, moi, me parle à titre personnel. Donc, mon Jean-Pax, ça sera ça. Celui du lecteur sera peut-être autre chose. Un peu de nostalgie, vous voyez? Oui. On y revient. À la suite de Jean-Pax, il y a Raspail, Jean Raspail, Vladimir Volkov, Nimier, Céline, Evola, Dominique Vénère. Ouais. Et De Gaulle. Est-ce qu'il était nécessaire de le placer au même niveau? Vous dites d'ailleurs, on peut penser ce qu'on veut de l'homme, mais on peut pas nier le talent de l'artiste et son statut de paysagiste de droite. C'est un illusionniste, ajoutez-vous. Oui. Le terme est assez ambigu, illusionniste. Oui. On ne peut pas nier que, encore aujourd'hui, en 2023, le paysage politique français à droite est encore très marqué par la figure du général. Les gens se positionnent, les otanistes, atlantistes se présentent comme gaullistes, c'est assez amusant. Donc oui, on peut pas nier que c'est une figure qui, quoi qu'on en pense, a marqué l'histoire de la droite française sur les 50-70 dernières années même. Donc oui, à partir de là, c'était compliqué de ne pas l'évoquer.
Après, voilà, votre point, bah oui, il est cité parmi d'autres figures littéraires, artistiques ou politiques dans l'ouvrage, parce qu'une fois de plus, on ne souhaitait pas l'éluder. L'idée, mais comme dans tous les articles, n'est pas de faire un panégyrique des personnes qu'on présente. En revanche, oui, il est compliqué de nier l'influence qu'il a pu avoir sur son temps. Bon, toujours est-il que De Gaulle, l'illusionniste, nous plonge dans l'histoire de notre nation et vous ne manquez pas d'aborder les dates clés pour mieux frapper fort. Le génocide vendéen et la résistance, dont vous dites elle était de droite. Oui. C'est pas politiquement correct. Je ne vous l'apprends pas. Dites-moi clairement, en quoi elle est de droite? La résistance est de droite. Je pense que ce sont des rappels nécessaires, vous savez, même au plus oui, jeune, oui, sans doute. Je pense que tous les historiens qui se sont renseignés sur la question, quand on dit que la résistance est de droite, on ne dit pas que la résistance n'était que de droite. Il est évident qu'il y a eu, notamment après la fin du pacte germano-soviétique, un afflux de résistants communistes qui sont arrivés, donc j'ai plus la date exacte, c'est en 42 ou 43, je ne sais plus. Il y a effectivement des communistes qui ont rejoint les rangs de la résistance, donc je dirais en 42, vous vérifierez peut-être au montage, mais pas, ou 41 peut-être, pas de sujet là-dessus. La droite n'a pas l'exclusivité de la résistance. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est que, dès le début de la résistance, on a toute une partie de la droite issue de mouvements tels que l'Action française, par exemple, qui ont, sans concession et sans coup férir, choisi d'entrer en résistance. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez dans les mêmes familles des gens qui ont eu les mêmes éducations et qui ont choisi un camp ou l'autre. Lisons l'ouvrage. On ne peut pas prendre cette période en mettant un camp blanc, un camp noir. Les situations ont été grises, les familles ont été divisées, mais oui, il y a une grosse partie de la résistance qui, dès le début, a été issue des milieux catholiques et des milieux catholiques de droite. Ouais. Vous le dites avec Arnaud Florac, pendant que le journal L'Humanité faisait le trottoir auprès des nazis pour continuer à publier, les premiers résistants étaient de droite, à vérifier dans l'ouvrage. Oui. Je citais Arnaud Florac, qui écrit aussi pour La Furia, je l'ai dit, mais aussi pour Boulevard Voltaire et L'Incorrect. Vous abordez aussi le thème dangereux de la religion, avec cette interrogation catholique français. Pourquoi faire? Pourquoi pas? Et pourquoi pas être catholique français? Oui, on essaye. Faire être catholique. Vous dites même, existe-t-il des raisons d'être catholique en France? Alors, est-ce qu'il existe des raisons et est-ce que ça sert encore à quelque chose d'être catholique? Vous apportez des réponses? Alors, plus que jamais. Après, je ne sais pas si on apporte des réponses. On ouvre des portes, on essaye d'ouvrir le cœur du lecteur sur ces questions-là. On est, à titre personnel, convaincu que oui, Dieu merci, il existe des raisons des catholiques en France et que toute l'actualité nous le prouve. Nous y ramène, et c'est justement l'abandon de la foi catholique qui fait qu'aujourd'hui on a, même dans nos camps, des petites ou des grands renoncements qui sont les causes, ou en tout cas qui participent à un renoncement plus global. Donc oui, on pense que être catholique en France, c'est plus que jamais nécessaire. On reste la fille de l'Église aussi, donc faut pas oublier qu'on est un pays qui a été placé dans les bras de la Vierge Marie depuis Louis XIII au moins, en fait beaucoup plus depuis le début, mais officiellement avec Louis XIII, et que on est sous la protection de la Sainte Vierge. On traverse des périodes, on traverse des temps qui sont pas forcément évidents, mais à vrai dire, quelle période peut dire qu'elle a été particulièrement évidente? Quelle période peut dire que l'Église de France a été exceptionnelle en tout point? Voilà, on est nous confrontés à des problématiques spécifiques. C'est à notre sens, en se recentrant sur l'essentiel, en se recentrant sur la foi, qu'on traversera ces épreuves. Alors c'est formidable parce que là vous évoquez tout cela, mais dans l'ouvrage vous dites que vous ne parlez pas de foi ni de conversion intérieure. Vous répondez même « nous ne sommes pas prêtres ». Oui. Vous voyez, suffisamment quand même pour consacrer un chapitre entier à la défense de la messe en latin. Mais parce qu'on est tous, c'est l'adopter. On est tous prêtres, prophètes et rois, cher Martial Bill. Ah ben oui, mais vous avez on dit a tous vocation. Dans votre ouvrage, il faudrait vous entendre sur le sujet. Alors la messe en latin, il faut. Si on ne dit pas la messe en latin, elle n'a pas de valeur? Pas du tout. Je dis qu'il faut l'essayer. On dit qu'il faut l'essayer, Arnaud dit qu'il faut l'essayer, c'est l'adopter. Alors si on doit raconter nos vies, Arnaud est effectivement plus traditionnaliste que je ne le suis. Maintenant, effectivement, j'apprécie la messe en latin quand j'ai l'occasion d'y aller. Et oui, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un rite, je ne sais pas si vous êtes vous-même catholique pratiquant ou si vous avez l'occasion d'assister à des messes tridentines.
Mais je suis journaliste pour l'instant, et c'est moi qui pose des questions. Je m'aperçois que mes questions peuvent aussi tromper le téléspectateur sur l'apprentissage de l'éducation minimum, parce que c'est vrai que tout là se fait avec l'humour, vous l'avez dit tout de suite d'ailleurs, sans le cynisme, sans l'ironie, sans les grincements. C'est pourquoi il me paraît-il de vous questionner donc sur des sujets beaucoup plus importants que ceux que je vous ai évoqués. 1314, c'est le début de la chute de la France. Comment vous le dites joliment, 1314, c'est le début du bordel. C'est évident. Voilà, un vrai sujet. Voilà, et donc j'ai trouvé un vrai sujet. Je vous écoute alors sur ce début du bazar général. Non, en fait, c'est une digression avec Arnaud. Évidemment, il s'agit toujours de trouver la date du début de la chute. Arnaud a proposé 1314, qui nous paraissait très bien pour sans vouloir divulgacher, pour plein de raisons que vous retrouverez dans l'ouvrage. On n'a pas le droit de dire pourquoi. Bon, il faudra qu'on relève. Mais non, il faut spoiler, donc divulgacher. Il ne faut pas trop spoiler. Et il faut inciter le lecteur à découvrir pourquoi 1314 est le début de la fin. Bon, alors je vais poser une autre question sur laquelle je ne m'étais pas penché jusque-là, et donc je ne peux pas moi-même être très catégorique. Ouais. C'est les chiens ou chats, propriétaires de chiens ou de chats, qui est de droite. En sachant que, par exemple, vous avez évoqué Céline, et que le chat de Céline s'appelait Bébert, et qu'il était de droite, lui. On est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord, en l'occurrence. Le chat est de droite et le chien est de gauche. Donc c'est effectivement une question qui est... aux yeux, pardonnez-moi de vous dire. C'est un point qui est très important, qui est très sérieux, et qu'on a traité avec beaucoup de minutie. C'était une démarche universitaire qui était quasiment. Et on est arrivé à la conclusion suivante, qui est que le chien, effectivement, est de gauche, vous voyez, puisqu'il est prêt à renoncer à une partie de sa liberté pour qu'une autorité supérieure lui donne la sécurité et la nourriture, donc l'homme en l'occurrence, là où le chat, plus attaché à sa liberté, est considéré comme de droite, tandis que les propriétaires de chiens, eux, vont exploiter donc le travail du chien, et donc sont des méchants capitalistes de droite, tandis que les propriétaires de chats, qui eux aiment bien se faire déchirer leur canapé, leur rideau par un être qui n'en a rien à faire d'eux, sont de gauche dans cette lecture. Donc ça a été c'est une décision, c'est un article qui est très catégorique, qui est très sérieux, et on conclut en disant qu'on pourrait tout à fait prouver le contraire en ayant autant raison. Mais c'est un exercice de style. Là, on voit que sur ces thématiques-là, vous avez vraiment un apport d'éducation, une valeur ajoutée sur l'éducation. C'est très important. J'ai bien compris. Et derrière la fantaisie reste quand même la France au cœur de l'ouvrage. Et vous insistez, ceux qui aiment la France, et vous invitez ceux qui aiment la France à faire sécession. Le terme, vous le savez, est un peu important. Vous dites, si le misérabilisme, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, vous avez reçu une éducation minimum et vous devez donc faire sécession. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit, Robert Saint-Séran, faire sécession ? Alors, c'est un terme qui est fort. Je pense qu'on incite le lecteur à commencer par faire un travail sur lui. Faire sécession, en fait, c'est, si je devais le reformuler, c'est être dans le monde sans être du monde, pardon. Je ne m'y retrouve plus non plus. Être dans le monde sans être du monde, ça veut dire qu'on est une époque, on n'a pas forcément vocation à aller vivre comme des Amish, à s'enfermer dans une ferme et à se couper du téléphone, de l'internet. Voilà, on est dans une époque, on y vit, on prend ce qu'il y a à en prendre aussi. On n'a pas vocation à sortir du monde. En revanche, effectivement, faire sécession, ça veut dire rentrer dans un combat intérieur, déjà peut-être dans un premier temps, pour essayer d'aller sortir comme disent les coachs en développement personnel, la meilleure version de nous-mêmes. Et faire sécession, c'est ça, c'est en fait aller chercher le meilleur chez nous et le meilleur dans notre entourage pour la plus grande gloire de la France, par exemple. Vous êtes dessinateur de presse. Oui. C'est un métier en voie d'extinction, lui aussi. Le dessin de presse, c'est la forme de la liberté d'expression. Il n'y en a plus en France, donc il n'y a plus de dessin de presse. Est-ce que, par exemple, le New York Times, en 2019, a supprimé son dessin sur sa pagination internationale? C'était le début de la fin. Beaucoup de journaux l'ont supprimé, Figaro et tant d'autres. Seul, d'ailleurs, Le Monde, le journal d'extrême gauche, maintient son dessin de presse en une. Est-ce que c'est un métier en voie de disparition? Il faut être libre. Dur à dire. Pour l'instant, on a la chance de travailler avec des publications qui continuent à nous faire confiance, qui continuent à nous faire travailler. Je pense que le dessin de presse permet d'apporter un regard sur une thématique, sur un article, un angle d'attaque qui va être plus impactant qu'un article écrit, puisqu'il demande
peu ou pas de travail d'appréhension, c'est-à-dire que le lecteur va voir le dessin et en 10 secondes aura compris le message. Donc je prêche pour ma paroisse, mais persuadé et convaincu de l'apport qu'un dessin de presse peut apporter par rapport à un article. Est-ce qu'il disparaîtra? Vous évoquez le fait que des journaux ne fassent plus appel au dessin de presse. Les dessins continuent à exister, en fait. Enfin, les dessins continuent, ils existeront peut-être d'une autre façon, en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'ai pas forcément de réponse définitive à apporter sur la question. En tout état de cause, vous illustrez cet ouvrage, c'est autant de parenthèses, un peu d'oxygène aussi d'ailleurs dans l'ouvrage. C'est un plaisir que vous avez eu réel d'illustrer ça. C'était la première fois que vous le faisiez? Non, je suis dessinateur de presse depuis une petite dizaine d'années pour différents titres. Donc Et pour illustrer un ouvrage, un livre, vous l'aviez déjà fait? J'ai déjà un petit peu fait, pas dans de telles proportions. J'ai illustré des couvertures de livres. En revanche, oui, ça a été un plaisir de travailler avec Arnaud sur ce projet déjà parce qu'on a construit ensemble le projet et les différentes thématiques. J'ai choisi les articles que j'illustrerais avec lui. Je pouvais malheureusement pas tout illustrer, mais voilà, on a choisi une trentaine, je vous prie de m'excuser. Et oui, bien sûr, c'est un plaisir parce que comme vous le disiez, je trouve que ça apporte une respiration dans le texte, ça permet d'illustrer, alors quand ce sont des portraits, c'est un portrait, mais ça permet de donner un regard aussi sur certains articles, donc oui, moi ça a été c'est un exercice très, très agréable. Alors il y a une trentaine de chapitres, trentaine de thématiques. 52 chapitres. Ah, moi j'ai compté une trentaine. Un par jour de la semaine. Un par jour de la semaine. Ça a été pensé. Voilà, exactement, et donc il y a des sujets que j'ai pas abordés, mais qui me paraissent aussi importants, et c'est le Moyen-Âge, c'était mieux que maintenant, par exemple. J'en ai vu un aussi qui me plaisait énormément, qui est Du Guesclin, coach en séduction. C'est ça non plus, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et donc là, j'aurai toutes les réponses dans l'éducation minimum. Et on a 300 thématiques déjà prêtes devant nous. Ça veut donc dire que les éditions Magnus sortent le premier tome d'œuvres qui vont à la Saint-Simon devenir une vingtaine. On espère, si Dieu nous prête vie. Oui, si le public est là et si on peut continuer, on continuera en fait pour terminer de présenter l'éducation minimum, c'est effectivement des portes qu'on ouvre aux lecteurs. Donc on a aujourd'hui ouvert 52 portes avec 52 chapitres. On a largement de quoi écrire au moins 4 ou 5 tomes à l'instant T. On a 4 ou 5 fois 52 du coup thématiques à aborder. Votre éditeur est au courant? Un petit peu, alors ça dépendra des ventes, mais je fais un clin d'œil aux éditions Magnus. Mais effectivement, voilà, on a de la matière et l'idée c'est effectivement d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres aux lecteurs. Certains chapitres parleront à certains, d'autres pas du tout, et vice-versa. Et en fait, c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi. Je suis bien d'accord. C'est un livre revigorant, c'est un livre tumultueux et drôle. Drôle, simplement drôle, c'est donc un bon bonheur, un bonheur simple. Donc c'est bien un livre pour Noël, un livre de rééducation au minimum. Merci beaucoup, Romy Sincéron. Un grand merci, Marcel Bille.